Il n'y a donc pas de rébellion avatar de la secte intégriste Boko Haram, encore moins de sous-traitance camerounais avec cette nébuleuse, a tenu à préciser le ministre en charge de la communication, Issa Tirouma Bakari, qui le 5 septembre dernier était face à la presse. Des déclarations qui ont eu sans doute le mérite d'être claires, même si pour certains hommes de médias, le ministre s'est avéré peu convaincant sur certains sujets d'actualité en rapport avec l'insécurité dans la partie septentrionale du pays. Madame, Monsieur, la vraie émission s'installe. Mille fois merci de nous retrouver dans le cadre de cet hebdomadaire qui consacre une première partie au décryptage de quelques sujets triés sur le volet et débat avec un invité prestige sur des sujets avec l'objectif d'en susciter des débats thématiques. Première transition, ce sont les potins. N'y est pas allé du dos de la cuillère pour qualifier la toute première sortie après la rentrée gouvernementale du porte-parole Issa Tirouma Bakari qui était donc face aux hommes de médias. C'était le 5 septembre dernier où il est largement revenu sur l'insécurité au Nigeria. Le ministre de la Communication a tenu à indiquer à la presse qu'il n'y a point de sous-traitance camerounais de la secte islamique Boko Haram, contrairement aux allégations entretenues par l'établissement, quelques hommes politiques et également quelques hommes de médias sur la question. Le ministre a également fustigé avec la dernière énergie l'appel des élites de la Léquié, laquelle semblait indiquer à mots couverts l'engagement de quelques dignitaires originaires de la partie septentrionale du pays dans le cadre de la mise sur pied d'une sorte de rébellion en gestation. Donc, une déclaration qui a eu le mérite d'être certes claire, mais pour quelques hommes de médias, le ministre s'est avéré peu convaincant sur les suspicions qui ont toujours cours au sujet de l'implémentation ou de la mise ou la gestation tout simplement d'une nébuleuse ou d'une cellule dormante de la secte intégriste Boko Haram dans cette partie septentrionale du pays. Pendant ce temps également, nous évoquons cet appel des élites de la Léquié qui a suscité beaucoup de débats la semaine dernière. Il faudra dire qu'au cours d'un meeting où l'on a rédigé une lettre de déférence, mais également de soutien au chef de l'État engagé dans cette guerre asymétrique, certains hommes des médias avaient indiqué que ces élites de la Léquié avaient indexé à mots voilés quelques élites originaires de la partie septentrionale du pays comme étant ceux qui entretiendrait une sorte de cellule dormante de cette fameuse secte intégriste dans cette partie du terroir. Pendant ce temps, le Sud semble s'être désolidarisé, en tout cas, de cette motion de soutien qui a suscité une vive polémique. Pendant ce temps également, on a le président de l'Assemblée nationale qui effectue une sorte de rétropédalage. Il faudrait dire que selon la presse parue ce lundi matin, une publication avait été acheminée au niveau de plusieurs rédactions des chaînes de télévision et quelques chaînes de radio, mais également quelques presses écrites, une communication du président de l'Assemblée nationale, pour être plus précis, qui a donc été retirée en dernière minute des différentes publications. La rentrée scolaire, on évoque également le sujet dans cette articulation pour parler du calvaire des parents, mais davantage de la situation qui prévaut. Il faut dire que c'est une période assez difficile pour de nombreux parents. Les carillons de la rentrée ont donc sonné, mais c'est une période assez difficile compte tenu de la cherté des manuels scolaires sur le marché, en dépit des mesures prises, il faut le dire, par le ministre en charge des enseignements secondaires, des enseignements primaires également, et ceux du commerce. Il faut dire qu'on a démantelé il y a quelques jours encore plusieurs manuels scolaires dans les enceintes des établissements scolaires qui avaient donc reçu pour principale instruction de ne commercialiser aucun manuel scolaire, encore moins des vêtements y afférents. Ebola, on évoque également le sujet dans cette articulation. Le gouvernement camerounais a visiblement pris le taureau par les cornes et ambitionne donc d'installer des sortes de caméras thermiques au niveau des aéroports de Simalène, mais également ceux de Douala. Mais il faut dire que ce virus d'Ebola aujourd'hui qui sème la psychose à l'ouest de l'Afrique, mais également au centre, a désormais un impact néfaste sur l'activité commerciale au Cameroun. En parcourant les différents espaces marchands de la ville de Douala, l'on
constate une surenchère de quelques produits qui provenaient donc du Nigeria voisin avec lequel le Cameroun a adopté quelques mesures de fermeture au niveau de ses frontières. Et puis ce rapport de Crisis Group qui est une ONG belge donc qui revient également sur la stabilité ou l'instabilité au Cameroun. Dans un récent rapport, eh bien, cette organisation non gouvernementale semble faire quelques propositions pour éviter, dit-on, le chaos au Cameroun. Voilà pour la première articulation. Je reçois l'invité. C'est juste après. L'invité avec lequel nous partageons la seconde partie est Maître Jean-Claude Biliga. Il est avocat, observateur avisé, trésorier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais un peu rectifier, je suis Joseph Claude. Joseph et non Jean-Claude. Joseph Claude, Biliga, j'y arrive. Okay. Alors maître, j'aimerais qu'on aborde le premier sujet en rapport avec sans doute les réfugiés. Le Cameroun est visiblement inondé, que ce soit à l'est, que ce soit également au nord du pays. Est-ce qu'avec les engagements face aux multiples attaques de la nébuleuse Boko Haram, on est capable aujourd'hui de contenir ces afflux de réfugiés-là? Je tiens d'abord à indiquer que ce n'est pas la première fois que le Cameroun soit confronté à l'afflux massif des réfugiés. Souvenez-vous, lorsque le Tchad avait des troubles, il y a eu plusieurs milliers de Tchadiens qui ont envahi le nord de notre pays. Et parallèlement également, lors des événements au Nigeria, les différents événements qui ont eu lieu au Nigeria. Donc, en fait, le Cameroun est habitué à recevoir sur son territoire des réfugiés. Alors, il se trouve malheureusement qu'aujourd'hui, il y a non seulement les réfugiés qui viennent de Centrafrique, avec la guerre entre les Séléka et comment on les appelle encore, les Séréka et les Anti-Baraka. De l'autre côté également, il y a Boko Haram qui cause un afflux massif de population nigériane dans notre pays. Alors, il se trouve que j'avoue que le Cameroun seul ne peut pas. Et même à l'époque, et même lorsqu'il n'y avait pas l'afflux massif, il y a toujours le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui est là et qui intervient pour aider le gouvernement à pouvoir faire face à cet afflux massif des réfugiés. Est-ce que cet afflux massif, selon vous, ne peut pas laisser présager l'éventualité d'une résurgence de quelques épidémies, par exemple? C'est possible. C'est possible. C'est pour cette raison qu'il faut saluer à sa juste valeur les mesures prises ou à prendre par le gouvernement pour lutter entre autres contre l'Ebola et même également le choléra qui peut intervenir dans ces circonstances-ci. On en parlera largement, mais j'aimerais quand même qu'on reste sur ces afflux de réfugiés. C'est vrai, le Cameroun a cette tradition d'accueillir sur son sol des personnes qui fuient des exactions perpétrées dans leurs différents pays. Vous l'aviez indiqué, seul le Cameroun ne peut pas faire face à cette situation. Mais quelle est la politique véritable qu'on peut mettre en synergie pour essayer justement que le Cameroun ne soit pas finalement confronté aux réalités pécuniaires que causent ces afflux de réfugiés sur nos sols? Je dis, je ne sais pas ce que vous attendez de moi que je vous dise par rapport à la politique, mais ce que je sais, c'est que le Cameroun doit pouvoir, autant que faire se peut, contribuer dans un premier temps à ce qu'il y ait la paix autour de nos pays. C'est important. C'est-à-dire que lorsque dans nos frontières il y a la guerre, cette guerre, d'une manière ou d'une autre, a des répercussions négatives sur notre pays. Si la Centrafrique était en paix, nous aurions moins de Centrafricains réfugiés chez nous. Si le Nigeria était en paix également, ça serait la même chose. On n'aurait pas le sentiment que les autres pays de la sous-région sont peu actifs? Oui, mais je dis, il ne faut pas trop compter sur les autres pays de la sous-région. Moi, je pense que nos ressources, l'hospitalité camerounaise, et lorsqu'on y ajoute également l'intervention non seulement des hauts commissariats de réfugiés, mais également des autres pays qui peuvent nous venir en aide, c'est comme ça que nous pourrons essayer de canaliser, de contenir ces réfugiés. Il faut noter que, tout à l'heure, vous avez parlé des épidémies, il n'y a pas que des épidémies. Tout récemment, il y a un réfugié qui a qui a sectionné le bras d'un commissaire. Ça veut dire qu'il y a des fictions dans des populations qui déjà n'ont pas suffisamment de moyens et qui sont appelés à partager le peu qu'ils ont avec ceux qui viennent de l'autre côté. Généralement, ça crée des fictions, ça crée de l'insécurité également au niveau des villes dans lesquelles les réfugiés arrivent qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir vivre.
pour survivre, ils continuent. Et il arrive très souvent que ces réfugiés soient auteurs de l'agression ou soient accusés à tort ou à raison de l'agression, etc., etc. Donc le problème n'est pas seulement un problème alimentaire, il est également sécuritaire. Pas seulement la sécurité alimentaire, mais la sécurité... Donc vous suggérez que l'on renforce le dispositif sécuritaire dans ces parties, surtout à l'est du pays, puisqu'au niveau du nord, on a quand même une quatrième région. Oui, je pense qu'il faut renforcer, parce qu'en réalité, il arrive également que les réfugiés qui viennent ne soient pas seulement des simples réfugiés, qu'ils soient également des combattants des parties rivales par exemple, au niveau de la Centrafrique. Ils peuvent transformer le Cameroun en base arrière pour se replier et pour repartir, pour s'organiser, pour repartir, reconquérir soit le pouvoir, soit créer des actions dans ce pays, d'où la nécessité de renforcer également. D'ailleurs, le président de la République a dû le faire récemment, sauf si je me trompe, du côté de l'Est. Avant de le faire dans le Grand Nord, on avait créé une région militaire, sauf si je me trompe, mais je crois que c'est vrai, du côté de l'Est pour pouvoir contenir ces afflux massifs des réfugiés. Vous avez parlé tout à l'heure de la fièvre hémorragique d'Ebola. Justement, je souhaiterais qu'on en dise un mot. Vous êtes satisfait des mesures prises par le gouvernement pour éviter que cette maladie foule le sol du pays? Rien n'est parfait en fait. Il faut avouer que on y va de manière progressive. Il y a cela 2 semaines, il n'y avait même pas ces mesures qui étaient mises en place. Je me rappelle, j'ai assisté à une émission ici, sur l'un de vos plateaux, où on estimait que le Cameroun n'avait même pas communiqué. Parce qu'on disait qu'il y avait un malade d'Ebola au niveau de l'hôpital de la Cantine, ce qui était faux. Et les gens estimaient que le silence du gouvernement n'était pas de nature à rassurer les populations. Aujourd'hui, le gouvernement a pu mettre à la disposition du ministère de la Santé un certain nombre de millions. Et j'ai même entendu des Camerounais, certaines personnes dire que oui, mais c'est beaucoup d'argent, alors qu'il n'y a même pas encore la fièvre d'Ebola aussi chez nous. Mais je pense que ces mesures sont bonnes. Elles doivent être renforcées pour que cette maladie, qui est née il y a quand même plusieurs années, il ne faut pas oublier ça. Ebola, c'est le nom d'une rivière, en fait, dans une zone de l'ancienne Zaïre, RDC, je crois, en 1973. Démocratique du Congo, c'est cela. Du Congo. Et cette maladie, cette épidémie était arrivée, elle a été jugulée à un moment donné, elle est revenue, on l'a retrouvée à un moment donné au Gabon, et du coup, on la retrouve aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, qui n'était pas au départ une zone endémique de Alors, quand on compte le nombre de décès aujourd'hui dus justement à cette fièvre hémorragique, cela ne vous amène pas à vous poser des questions sur la résurgence même de la maladie? Des questions de quel genre? Question par exemple en rapport avec le fait qu'on ait le sentiment que ce virus est 2 fois plus virulent que celui qu'on a découvert à la souche. Oui, je crois. Je crois qu'il est effectivement 2 fois plus virulent. Je crois qu'il faut que les mesures soient prises parce qu'en fait, l'inconvénient avec le virus d'Ebola, c'est que c'est un virus qui se transmet très facilement à travers les salives, à travers les sécrétions cutanées, à travers le sang, à travers un certain nombre de facteurs. Certains disaient même qu'à travers l'air, mais en réalité, c'est pas vrai. Donc, je veux dire qu'il suffit tout simplement qu'un membre de la famille soit atteint de la fièvre Ebola et qu'on n'ait pas pu la diagnostiquer à temps pour que toute la maison, toute la maisonnée soit atteinte. Maintenant, vous voyez bien que la fièvre Ebola atteint même les médecins qui sont censés, le personnel médical de manière générale, qui est censé éradiquer cette maladie, soigner les malades, eux-mêmes, s'ils ne sont pas bien protégés. On s'est rendu compte. Est-ce que vous, en tant qu'observateur averti, vous avez le sentiment qu'on communique suffisamment? On sait que d'énormes sommes d'argent sont débloquées pour faire face je ne suis pas journaliste, à une prévention. Je ne suis pas communicateur, mais vous savez, parfois, une trop grande communication crée la psychose, crée la peur. La communication doit être mesurée. Peut-être quand elle est mal orientée. Elle doit être mesurée. Si tous les jours on communique sur Ebola, je vous assure que les gens vont se dire... Au moins sur les mesures de prévention, je crois que c'est la moindre des choses. Oui, ça va, je pense que ça va arriver. Moi, je me rappelle tout jeune, quand le choléra était arrivé ici, je crois que vous n'étiez pas encore né, quand c'était dans les années 68-69, quand le choléra arrivait, on avait communiqué. Il y avait les chansons dans les radios. À l'époque, il n'y avait pas la télévision. Dans les radios, nous, à l'école, on nous apprenait à chanter.
une chanson, c'est le choléra, allons nous vacciner, choléra, mi-choléra. On nous demandait comment, on nous indiquait qu'il fallait laver les mains, qu'il fallait laver la nourriture avant de la consommer, etc. Je pense que d'une manière progressive, ça va arriver. Vous savez, avec le sida, ça a traîné au départ, mais par la suite, la communication a été suffisamment intense, même jusque dans les villages. Je pense que la démarche est entreprise, il faut qu'elle soit accélérée, enfin qu'elle soit pas... Oui, accélérer si vous voulez, mais seulement il ne faut pas non plus qu'on crée la psychose dans la population. Alors, on parle au niveau des aéroports de la mise sur pied à venir, sans doute des caméras thermiques, mais au niveau des frontières, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire, selon vous? La même chose, mais ce n'est pas toujours facile. Je vais vous donner un exemple simple. À Edenao, dernièrement, on a mis des mesures. La frontière d'Edenao, dans le sud-ouest. Ouais. Ça fait que le commerce s'est arrêté totalement. Et je suivais dernièrement à la télévision les gens qui se plaignaient. Parce que à Edenao, il y a les bateaux, les pirogues qui font la route, qui font la mer pour aller au Nigeria. Et quand ils arrivent, effectivement, il y a des contrôles. Il y a des contrôles, mais je vous assure, il sera difficile de pouvoir contrôler chaque centimètre, chaque entrée par les frontières terrestres. C'est généralement difficile. Vous savez, nos villages, quand vous faites les frontières camerounaises, les frontières terrestres, vous vous rendez compte que parfois, c'est juste une corde. Parfois, c'est un petit ruisseau qui sépare deux villes. Parfois, il n'y a même rien de pays. C'est les mêmes maisons qu'on retrouve de part et d'autre. On l'a retrouvé ça, on retrouve également ça un peu au Togo et au Ghana, où c'est un grillage qui sépare les deux pays, où la poule peut sortir, aller d'une ville à l'autre. Donc je veux dire que c'est pas toujours facile de vérifier qu'à chaque seconde, une personne est partie du pays voisin pour entrer dans le pays, au Cameroun. C'est pratiquement pas possible. À l'aéroport, c'est plus facile. Parce que l'aéroport, vous savez, c'est bien contrôlé, c'est canalisé. On peut le faire également dans les ports, dans le cas où les gens qui viennent au niveau du port, les matelots, comment ils appellent encore, les marins et autres, on peut également le faire à ce niveau-là. Mais dans le niveau des frontières terrestres, on fera lorsqu'il s'agit d'un voyage organisé. Lorsque les gens viennent en voiture, entrent par la frontière principale, on peut vérifier, on peut le contrôler. Mais lorsque les gens viennent avec les pirogues la nuit, ou passent par les sentiers, c'est très difficile de contrôler. Alors globalement, vous êtes satisfait par les mesures? Je pense qu'on peut faire mieux. On peut mieux faire. D'accord. Je souhaiterais qu'on parle d'économie. On aborde un sujet que vous connaissez bien, les budgets d'investissement public. Et visiblement, c'est devenu un serpent de mer au Cameroun. Le chef de l'État avait fustigé la sous-consommation en 2013 et on a le sentiment qu'on s'achemine en 2014 vers une sous-consommation. Le problème se trouve à quel niveau, d'après vous? À plusieurs niveaux. Le problème se trouve à plusieurs niveaux. Comment je peux dire ça? D'abord au niveau, le moment où on vote le budget. Où le budget devient effectivement fonctionnel. Ouais. Et se passe un temps. Maintenant, il y a la procédure de passation de marché public, d'une manière générale, qui obéit à des règles. Il y a le code des marchés publics qui est strict sur les délais. Ça fait sorte que généralement, pour pouvoir rattraper, on est obligé parfois de mettre pratiquement tous les marchés publics en urgence, en procédure d'urgence. Or, si on prend en procédure normale, ça passe, il y a des mois qui doivent être, les jours, des délais bien stricts qui doivent être respectés pour qu'un marché soit considéré comme passé ou pour qu'il puisse être exécuté. Il y a